Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les investisseurs qui digèrent évidemment le choc de la séance d'hier. Une séance choc, mais pas de rupture de tendance par rapport à ce qu'on observait précédemment, c'est-à-dire une situation qui était déjà compliquée sur les marchés actions, des taux et des rendements obligataires qui étaient déjà sur des tendances haussières, et on peut constater la fermeté du 10 ans américain par exemple aujourd'hui autour de 1,95%. L'histoire est peut-être un peu différente pour les rendements obligataires européens, sachant que le risque économique pour l'Europe lié bien sûr au conflit ukrainien est peut-être plus important que le risque économique pour les États-Unis, et puis des tendances toujours à la hausse évidemment sur l'énergie au sens large. La crise ukrainienne ne fait qu'accroître les tensions et les pressions qu'on observait déjà sur les prix de l'énergie en général, pétrole, gaz, électricité, et puis des valeurs refuges également sur l'or et sur quelques devises qui ont pu jouer leur rôle au cours de la séance d'hier. L'or qui était déjà en train de construire une tendance à la hausse au-delà des $1 900. Voilà pour la situation après cette journée de choc sur les marchés, des indices qui rebondissent avec quand même beaucoup de prudence. Les conséquences moyen, long terme de l'invasion russe en Ukraine sont difficiles à évaluer pour l'instant, alors que les Européens et les Américains ont décidé hier soir d'un second round de sanctions visant différents officiels et différentes entités russes. Voilà pour la situation. Rebond en cours donc avec un CAC qui reprend 1,5%. L'ensemble des indices actions en Europe rebondissent entre 1,5 et 2% à mi-séance. Et puis on notera alors dans les histoires spécifiques du jour, toujours des publications d'entreprises. On reste dans la période de publication des résultats d'entreprise, notamment pour les sociétés françaises. La grosse déception du jour, c'est celle de Casino, avec un titre Casino qui s'effondre au plus bas historique sous les 16 €. Casino qui a communiqué sur les difficultés à mettre en place son plan de cession d'actifs, qui est en cours depuis plusieurs années maintenant, avec la pandémie qui a freiné la capacité de Casino à céder ses actifs, et donc qui renvoie évidemment les investisseurs sur le sujet de la dette portée par Casino et les holdings de Casino. Situation qui montre bien quand même l'attention que les investisseurs portent en ce moment sur les leviers d'endettement des entreprises dans une situation où les taux sont toujours amenés à remonter. Les réunions de banque centrale auront lieu au mois de mars comme prévu, et nous suivrons d'ailleurs une prise de parole de Christine Lagarde qui est prévue dans l'après-midi à la suite de différentes réunions européennes. Dans ce contexte, comme chaque dernier vendredi du mois, nous retrouverons Bertrand Lamiel de Ports par Gestion et Jean-François Houet de Cantalis pour votre grand tableau de bord des marchés. Que s'est-il passé sur ces dernières semaines du mois de février et quels sont les enseignements pour la suite ? Et commençons sans plus tarder avec nos deux invités, donc chaque dernier vendredi du mois avec nous en plateau pour ce grand tableau de bord des marchés. Bertrand Lamiel, directeur général de Ports par Gestion, et Jean-François Houet, directeur général de Cantalis. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être là. Bertrand, je commence avec vous. Donc au lendemain de cette séance un peu choc pour les investisseurs, ce qui est intéressant de constater avec un peu de recul, c'est que oui, il y a eu un choc, pas eu de panique. Et il n'y a pas eu de rupture, surtout par rapport aux tendances précédentes qu'on observait déjà sur les marchés financiers au sens large et sur les marchés boursiers notamment. Alors oui, un choc effectivement, puisque moins 3,83, on se situe quand même dans les 100 séances les pires sur les 20 dernières années. Des séances où on perd plus de 3 et quelques %, on les retrouve en 2020 pendant la crise Covid, en 2008 sur l'éclatement des subprimes et en 2001 sur l'éclatement de la bulle Internet. Donc clairement, on est bien dans ce contexte-là. Les marchés ont été saisis par ce qui se passait en termes de Russie-Ukraine. Mais tout ça arrive quand même dans un contexte où la toile de fond macroéconomique est globalement bonne, à tel point que les banques centrales étaient en train de penser à réduire le robinet des liquidités et à augmenter les taux. Donc ça, on arrive là déjà plutôt bien, parce que les dernières fois, quand on parle de 2008 et de 2001, on était quand même aux portes de la récession. Ouais. Voire déjà en récession. Donc ça, c'est quand même un bon point pour nous.
Ensuite, la saison des publications arrive quasiment à son terme. Le message des entreprises, il est bon. Elles ont fait des bons résultats l'an dernier, elles offrent des bonnes perspectives pour l'an prochain. Alors après, il faudra voir dans le nouveau contexte que ça va donner, mais on arrive quand même avec des situations saines, avec des boîtes qui ont généralement beaucoup de cash. Et du cash, on en a à la fois du côté de l'épargne, et à la fois du côté des fonds de private equity qui ont encore les poches pleines. Donc on a des munitions, on a de la poudre sèche de ce point de vue-là. Et puis voilà, on arrive à un moment donné aussi où les marchés étaient déjà en rouge. Mais oui. Tous les indices mondiaux sont déjà dans le rouge. Ah oui. Donc la partie augmentation des taux, pour partie, elle est déjà pricée. Alors maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est effectivement ce qui se passe en Russie. La Russie, si on regarde au niveau des matières premières, que ce soit gaz, pétrole, tous les métaux, tous les ions et les matières premières agricoles, la Russie, à chaque fois, elle est au minima dans le top 3 mondial. Donc il y avait déjà une tension sur ces matières premières qui va perdurer. C'est ça. Donc, ça ne fait qu'accroître ce risque et cette tension sur l'approvisionnement en matières premières au sens large. C'était déjà une préoccupation et ça ne va pas s'arrêter. Donc on avait déjà des sociétés qui avaient commencé à communiquer là-dessus. En fait, le sujet, il est double. Il est à la fois des prix qui montent et aussi des problèmes d'approvisionnement avec des stocks qui sont au plus bas. Donc voilà, donc cette tension-là, elle est là pour durer. Alors dans la séance d'hier, d'ailleurs, on remarque bien que les dossiers qui s'en sortent bien, c'est des dossiers matières premières. Ouais. Quand on regarde au niveau européen, globalement, hier, il y a eu un décalage d'un cran et une nouvelle dégradation. Alors ça s'est vu particulièrement sur l'Allemagne, notamment, qui est la plus sensible. Mais quand on regarde les indices qui tiennent bien, relativement parlant, le CAC, merci Total, et après on va retrouver par exemple un indice norvégien. Et oui, où on retrouve... positif sur la semaine, la Norvège. J'ai regardé ça ce matin. Des dossiers comme Equinor, dans le gaz, donc forcément c'est le pure play du gaz, et des dossiers comme Norsk Hydro dans l'aluminium, qui en plus a l'avantage, parce que pour produire de l'aluminium, vous consommez beaucoup d'énergie. Norsk Hydro, il est quasiment indépendant sur l'énergie, puisqu'il a des énergies renouvelables. Donc voilà, donc ce type de dossier, ça c'est des hedges parfaits dans ce contexte-là, et il faudra continuer à les regarder. Dans la séance d'hier aussi, parce que qui dit séance folle, c'est les deux côtés. On est rentré dans une période un peu folle. Donc il faut se souvenir aussi que les périodes de plus forte hausse sur les indices, elles arrivent aussi en 2020, en 2008 et en 2001. Hier, par exemple, on avait notamment toutes les énergies non renouvelables qui étaient à plus 10, plus 15. Bien sûr. Alors, ça paraît la formule magique. Bah oui, évidemment, allons-y là-dessus. Alors, attention là-dessus. Pareil, il va falloir faire du tri. Donc, le message aujourd'hui, c'est que d'un point de vue sectoriel, il y a les matières premières et les basic resources qui restent bien orientés, mais elles l'étaient déjà avant. Ouais. Le nouveau message, c'est les banques qui étaient bien orientées et l'assurance. Ouais. Attention. Là, il y a peut-être un coup d'arrêt durable. À minima, une pause qui est probablement en train de se dessiner. Et sur le reste, globalement, il n'y avait pas grand-chose qui arrivait à survivre. Et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'alternative. Ouais. Alors, dans les changements qu'il peut y avoir, on l'a vu avec la séance sur le Nasdaq hier. Le Nasdaq hier qui passe de -3 à +3, c'est la première fois de toute la vie du Nasdaq qu'on voit un renversement de tendance aussi fort que ça. Là, il y a peut-être un message où effectivement... On était à plus de -20 sur le Nasdaq déjà. Et toujours l'idée que ces tendances baissières, elles étaient déjà très affirmées. Le Nasdaq est en baisse de 15-20% quasiment avant le déclenchement ou l'exacerbation de cette crise géopolitique majeure. Exactement. Et donc ça, il y a ce message qui est en train de passer, ce sentiment qui est en train de se dire, finalement, les États-Unis sont peut-être moins touchés économiquement. Donc après, Jean-François nous le dira peut-être. On va peut-être voir des flux retournés vers les États-Unis. Malheureusement, ça risque de se faire au détriment de l'Europe. Ouais. C'est-à-dire, en cas de tension, de stress, quels sont les actifs, même risqués, qu'on a envie de détenir en premier? C'est plutôt les actifs américains. Ça risque d'être des actifs américains. Et après, il y a du tri qui s'est organisé. Regardons hier dans la séance, on arrive quand même à avoir un Dassault Systèmes à +1,5. Donc voilà, donc tout n'est... Donc, encore une fois, message sectoriel, il n'y a plus grand-chose de très net. On a un taux de participation qui est très faible, c'est-à-dire les dossiers qui sont en train de surperformer le marché, on est à 16%. Donc c'est historiquement des points bas. Donc avec un sentiment baissier, pareil, qui avant même la crise était déjà sur des points bas. Donc entre la macro, la micro qui est plutôt bonne, le sentiment baissier qui est déjà bien installé, une partie du chemin a été fait. Alors le
le pire est toujours possible. Hein, on en discutait avant. Donc, non, mais si, on n'est pas sur les points bas. Le pire n'est jamais certain. C'est ce qu'on dit sur les marchés. Mais moi, j'ai en tête ce que disait Frédéric Oudéa 10 ans après l'année horrible de 2008, qui avait vu l'affaire Kerviel plus la chute de Lehman Brothers. Je me souviens très bien de Frédéric Oudéa revenant et tirant les enseignements de cette année noire pour Société Générale, disant oui, le pire n'est jamais certain, mais il faut toujours avoir l'esprit que le pire reste parfois possible. Oui. Et les dernières heures nous ont montré que oui. Donc voilà. Sur les portefeuilles, il faut vraiment... Alors il y a le hedge avec les matières premières. Nous, il nous semble que ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, c'est que tout ce qui est retour à la vie normale avec l'aérien, ça n'a pas été affecté. Ça a baissé, mais moins. Donc globalement, il faut toujours regarder du côté des acteurs du catering, des acteurs de Airbus par exemple, des Vinci dans les aéroports. Et après, c'est vraiment au secteur, c'est du picking sectoriel. Voilà. Et dernier message, quand on regarde historiquement ce qui s'est passé quand il y a eu des conflits, le marché repart toujours avant que le conflit soit résolu. Donc voilà, il faut résister à la tentation de tout acheter parce que finalement ça baisse beaucoup. Résister à la tentation de tout vendre. Donc encore une fois, la voie elle est médiane. Il faut encore une fois retourner sur les dossiers et puis c'est du picking sectoriel en attendant qu'on ait un taux de participation qui reparte à la hausse. Oui, donc il ne faut pas négliger la possibilité, la probabilité d'un rebond important, peut-être même du marché, partant de ces niveaux de sentiments négatifs, de dégradation, etc. Alors, rebond du marché, pas de manière pas tout de suite. Par contre, des séances de rebond fortes, oui, il y en aura. Ouais. Bon. Que disent les flux? Alors, ce sont les flux du passé, entre guillemets, mais encore une fois, comme les tendances étaient déjà là, ça reste quand même très pertinent de regarder ce qui s'est passé sur le mois de février avec vous, Jean-François. Oui, ça rejoint ce qu'on vient de dire avec Bertrand, c'est que on a commencé l'année 2022 ensemble dans des allocations qui étaient quand même assez prudentes. Les gérants, donc depuis fin 2021, avaient calmer un petit peu leurs ardeurs sur des poches actions ou des actifs très, très risqués. Je pense que le dénominateur commun, donc il fallait être plutôt non directionnel sur le taux et sur les actions. Le dénominateur commun, c'était une sorte de réallocation des portefeuilles. Donc il n'y avait pas de scénario noir non plus sur les marchés vont tous baisser, mais c'était plutôt de se dire j'ai un élément qui fait peur. C'était pas le Covid, c'était pas l'Ukraine. Ça fait un moment aussi qu'on parle de l'Ukraine. C'était pas les résultats des entreprises qui étaient plutôt bons, mais c'était la hausse des taux et l'inflation. L'inflation faisait peur. Et donc, les gérants se sont mis en ordre de bataille en disant oui, les banques centrales vont agir sur 2022. Ça s'est précipité. C'était un peu comme voilà, il y avait eu différents protocoles et on a du coup anticipé 3, 4, 5, 6, 7 hausses des taux de la Fed. Et c'est ce qui a un petit peu, je dirais, impacté en fait les réallocations de portefeuille. L'inflation. Et donc, du coup, on se dit, on rentre dans cette crise qui est une crise d'incertitude, plus de risque de gestion des risques, puisque on parle de guerre quand même. Donc, les marchés sont un petit peu saisis par, je dirais, cet emballement et cette précipitation. Mais à côté de ça, les portefeuilles, les allocations étaient déjà assez prudents. Ce qui vient un petit peu perturber les portefeuilles, on le voit dans les flux, c'est que les investisseurs sur des actifs risqués, c'était plutôt positionné sur l'Europe en cœur, les cycliques, les commodities et la sortie de cash, en se disant, bah oui, s'il y a de l'inflation, je vais investir sur les matières premières, je vais investir sur l'Europe qui va profiter de ce rebond cyclique, sur des cycliques des bancaires. Là, il y a un peu un contre-pied qui est un petit peu assassin, qui est un petit peu compliqué, puisque c'est plutôt l'Europe qui est au cœur de la crise, c'est plutôt les cycliques qui sont principalement touchés. On parle du tourisme, des compagnies aériennes, enfin voilà, donc Saint-Gobain, même peut-être le luxe qui a pas mal baissé. Et puis retour vers le cash depuis le 22 février. Alors c'est difficile pour nous chez Cantalis parce qu'il faut agréger l'ensemble des flux et donc c'est encore de l'estimer. Il y a un retour du cash ces derniers jours dans les portefeuilles, ce qui est normal. Donc voilà un petit peu le panorama sur les flux. Les investisseurs étaient sur des ETF, ils n'étaient pas sur des fonds actifs. Donc là, c'est vrai. Comme en janvier. Comme en janvier. Oui.
un mouvement tactique qui est important. Je le disais, ils étaient moins actions monde, ils étaient plus revenus sur l'Europe. Là, je pense qu'il y a un coup d'arrêt. Ils étaient aussi investis sur des fonds de performance absolue et des fonds flexibles, justement dans cette optique de je sais que 2022 va être un peu compliqué et je laisse des fonds flexibles, essayer des gérants expérimentés jouer un peu cette approche alpha total return à côté de mes expositions risquées plus cycliques. Et après, on voit que quand on discute avec les gérants en ce moment, c'est plein de flash marché, puisqu'on est abreuvé de notes qui arrivent. Avec des baisses de 10%, il y a quand même, oui, effectivement, il faut communiquer aux clients. C'est sous contrôle, on n'a pas d'exposition russe, etc., etc. Je pense qu'effectivement, on voit que les gérants rassurent. Les gérants expliquent qu'il n'y a pas eu de sell-off. La baisse de la semaine sur le CAC 40, etc., même le marché américain reste limité. C'est quoi l'idée? L'avantage, c'est que tout le monde est très peu exposé aux actifs russes qui se sont effondrés de manière historique spectaculaire, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de douleur pour des investisseurs globaux internationaux qui seraient obligés, sous la pression de la baisse des actifs russes, de liquider d'autres types d'actifs. C'est pas cette situation, cet engrenage aujourd'hui. Exactement. Donc il n'y a pas de risque systémique. Les marchés avaient déjà baissé de 5% sur les actions, de 3% sur les taux, que vous preniez la Chine, le Japon, la France, les US, etc. En gros, pour un investisseur européen, le mouvement était déjà là. Donc là, il y a une baisse importante, on vient d'évoquer, mais globalement sur la semaine, ça n'a pas eu une couleur de sell-off et de panique. Et pareil sur les taux d'intérêt. Les taux allemands ou les taux suisses ou les taux longs américains qui sont habituellement recherchés n'ont pas trop bougé sur la semaine. Et l'autre message qui arrive, qui sont un peu source d'inquiétude, c'est d'une part le flight to liquidity, la liquidité, le crédit. Donc je pense qu'il y a une revue des portefeuilles actuellement sur le crédit, avec des entreprises qui peuvent être pénalisées ou touchées durement, ce qui n'était pas prévu bien évidemment. Donc notamment sur le high yield, sur la partie un peu haut rendement, spéculatif du crédit. Qui était déjà un peu attaqué, qui était déjà en retournement. Donc ça va pas faciliter les choses du côté high yield de crédit. Le deuxième élément, c'est les pressions inflationnistes. On parle de pétrole, on parle de blé, on parle de gaz. Et quelque part, donc on a un peu un effet de ciseau sur contre-choc inflationniste, donc stagflation, coup d'arrêt sur la croissance parfois, avec une inflation qui est toujours plutôt orthogonale, donc en phase de hausse. Et donc c'est ça qui inquiète beaucoup les gérants de portefeuille qui nous ont envoyé leur communiqué récemment. Ça veut dire que l'attitude des banques centrales va être quand même déterminante là, dès les prochains jours. Les réunions vont s'enchaîner en mars, 10 mars la BCE, 15 et 16 mars la Fed. Bertrand, est-ce qu'il y a deux situations divergentes désormais pour la BCE et la Fed? La BCE qui raccrochait un petit peu les wagons derrière la Réserve fédérale américaine pour elle aussi engager sa normalisation monétaire. Si l'Europe doit gérer un risque macroéconomique pour sa croissance beaucoup plus directe que les États-Unis, est-ce que ça change la donne là? Alors, ça ne change pas la donne en ce sens que de toute façon, la Fed comme la BCE, elles étaient sur une ligne de crête. Avec un sujet bien compris de, évidemment, réduire la taille des bilans et, in fine, plus ou moins rapidement, en fonction des situations, revenir à des situations de taux plus en phase avec la bonne santé de l'économie. Donc, elles étaient déjà très scrutées dans leur discours. Là, pour le coup, la donne devient encore plus compliquée parce que le sujet, c'était remonter les taux parce que la situation économique le permettait, mais surtout parce qu'il y a une inflation qui est très forte. Oui. Et donc là, la situation économique, bon, on peut se poser des questions. Enfin, en tous les cas, le schéma initial de début janvier ne peut plus être le schéma du jour. Donc après, de combien on doit rabattre la croissance économique, ça reste à voir. Mais en tous les cas, ce qui reste une donnée qui va rester là un moment, c'est l'inflation. Ouais. Et l'inflation, là, pour le coup, elle est là. Donc après, il faudra voir. Et donc, le risque, évidemment, c'est remonter les taux une fois de trop et de véritablement asseoir la croissance, voire partir en récession. Voilà, ça accroît encore un peu plus le risque d'erreur de politique monétaire, qui était déjà présent dans les esprits de tous les investisseurs et des banquiers centraux, évidemment, mais ce risque-là n'a fait qu'augmenter. Exactement. Là, on monte d'un cran et c'est ça qui
probablement va faire que la volatilité va rester élevée, et donc on est dans un environnement qui va rester anxiogène. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que du point de vue des marchés, il y a quand même une bonne partie qui était intégrée. On a un sentiment, quand on regarde bull versus bear, donc les haussiers versus les baissiers, qui est quand même très bearish, et avant même la séance d'hier. Donc, et une volatilité qui reste élevée, qui est toujours restée au-dessus de 20. Donc on est quand même sur des niveaux de volatilité qui sont élevés. Alors on n'est pas remonté aux 80 de la crise Covid, mais on reste quand même sur un niveau de vol relativement élevé. Partez pas avec une complaisance et une euphorie totale sur les marchés. Et il ne faut pas non plus sous-estimer, on parle des banques centrales, il ne faut pas non plus sous-estimer la psychologie des investisseurs. Là, si on est dans une crise qui s'installe, une crise durable, sur les réseaux sociaux, on vous parle de troisième guerre mondiale, j'espère qu'on n'en sera pas là, mais même si effectivement la crise dure et qu'il y a des échanges un peu envenimés sur l'Ukraine, etc., ça veut dire que les décideurs vont avoir ce scénario, vont prendre des décisions, la psychologie, vont avoir des actions comportementales sur mes carnets de commandes, mes clients, le cash, donc mes fournisseurs, et donc quelque part, et les agents économiques, quels qu'ils soient, vont avoir petit à petit se mettre en mode crise, se mettre en mode une guerre avec la Russie, ou en tout cas une situation compliquée avec la Russie. Ça a forcément des conséquences importantes. Et donc, je vais essayer de m'y préparer. Et donc, ça aura des conséquences, du coup, par ricochet sur des secteurs économiques, des carnets de commandes. Et donc, c'est pour ça que le scénario stagflation, inflation à cause du pétrole, de l'énergie et des matières premières et du blé, et stagnation parce que les ménages et les agents économiques, les chefs d'entreprise, se mettent en mode crise en attendant d'eux, risque en fait de geler un petit peu, cristalliser la situation. Et voilà, pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt et ça vient d'être déclenché. Mais le risque, c'est d'avoir une année 2022 qui, du coup, prenne à contre-pied parce que le scénario 2022, c'était quand même inflation forte. Ah ouais. Et on n'a pas en tête le contre-choc de l'inflation avec l'impact sur la croissance. Oui, c'est ça. Donc, beaucoup d'inflation, c'est un problème. À un moment, ça devient négatif croissance. Ça devient récessif. Mais oui, c'est ça. Et donc, c'est ça. Cet équilibre-là qui va être compliqué. Ouais. Bertrand ? Alors, comme rien n'est simple, il faut aussi voir que cette situation va probablement déclencher des investissements importants du côté des producteurs d'énergie. C'est-à-dire que là, vous le disiez, toutes les valeurs vertes, là, ont rebondi de 10% hier, c'est ça ? On était depuis quelques années, avec notamment du côté des pétroliers, des reventes de champs, des arrêts sur les plateformes et des choses comme ça. Donc ça, probablement que ça va être revisité complètement. Et donc, on va probablement avoir sur ce pan-là de la cote, des investissements relativement importants qui vont être réalisés pour justement, redémarrer la production, que ce soit pétrole, gaz ou autre, mais aussi du côté des énergies renouvelables. Alors là, encore une fois, je le disais, c'est bien monté hier, mais attention, alors certes, c'est des actifs qui ont été divisés par deux sur leur point haut, voire des fois pire. Sur les énergies renouvelables, pas toutes. Il faut avoir en tête qu'on ne construira plus une éolienne ou des panneaux solaires aujourd'hui au même prix qu'hier. Parce que forcément, le prix, c'est bourré de métaux. Les prix ont augmenté. On parlait de secteur souverain et de souveraineté. Ce qui était anticipé en 10 ans peut se matérialiser en 2, 3, 4 ans. C'est-à-dire que là, il va y avoir un peu une accélération encore. On parle d'accélération depuis la crise pandémique, mais là encore, c'est un nouvel effet accélérateur. L'énergie, l'industrie, les matières premières, il va y avoir un accélérateur forcément suite à la situation qui vient de se passer. Oui. Sur le long terme, effectivement, enfin, je veux dire, c'est vraiment un monde qui change ou une histoire qui s'accélère là pour les investisseurs. Alors, c'est pas l'histoire de quelques séances, mais bon, on en est au deuxième tour de sanctions sur la Russie. En cas de troisième round de sanctions, on comprend bien qu'il y aurait une forme un peu de whatever it takes. L'idée d'une isolation totale de la Russie, des institutions mondiales, du système financier, etc., tout ce que vous voulez. Enfin, bon, c'est pas quelque chose qu'on avait dans les cartes quand même tout de suite comme ça pour 2022. Qu'est-ce que ça inspire comme réflexion pour celles qui concernent les investisseurs en tout cas, Bertrand, Jean-François, sur le long terme, Jean-François. Covid plus Russie
remet en exergue la souveraineté et la partie relocalisation sur nos territoires. Les dirigeants européens... Ce dont on parlait déjà, alors. Les dirigeants européens seront contents, et ça va s'accélérer, seront contents de réinvestir en Europe, et les Américains seront contents de réinvestir aux États-Unis, surtout qu'il y a Trump qui va pointer le bout de son nez. Et donc, je pense que malheureusement, donc ça a un petit peu moins mondialisation, ce sera un petit peu plus bipolarisation ou multipolarisation autour de certaines zones. Ça ancre encore un peu plus ces thèmes-là et ces idées-là. Ouais. Oui, probablement avec des plans d'investissement des différents gouvernements sur leur sol pour limiter la dépendance, quand c'est possible, limiter la dépendance sur certains... déjà, des plans d'investissement, et puis à court terme, ça va être des chèques. La logique de chèques, de soutien budgétaire, fiscal, pour lisser la hausse des prix de l'énergie, c'est déjà un sujet là aussi immédiat. Hein. Oui, clairement. Ouais. Donc là, c'est... Alors, on va pas le voir tout de suite, mais c'est la bonne nouvelle pour demain. Alors, entre maintenant et demain, sur les marchés, ça va encore tanguer, c'est sûr. Mais probablement qu'on va aller vers là. Donc, avec des plans d'investissement, ça peut être sur des énergies renouvelables. Pour la France, c'est le nucléaire. On va voir ce que feront les pays qui avaient dit j'arrête le nucléaire. Bon, il y a aussi des questions aussi à se poser de ce point de vue-là. Et ça, à partir du moment où on aura un peu de visibilité sur... est-ce que ces plans vont être mis en place et les montants et autres, je pense que ça peut redonner un peu de carburant au marché. Mais on reste en attendant dans une situation relativement compliquée. Dernière question, Jean-François, parce qu'on en a pas mal parlé. C'est vrai que les émergents semblaient être peut-être un joker intéressant, comme on dit, pour 2022. Alors, on sort de la Russie, évidemment. Personne ne va peut-être se remettre à investir en Russie tout de suite. Mais pour le reste des émergents, je notais que les marchés chinois domestiques tenait de mieux en mieux en relatif, notamment par rapport aux autres indices actions et notamment aux indices des pays développés. C'est vrai que depuis le début de l'année, il y avait une option inflation qui profitait au marché émergent. On a vu de la collecte sur un retour de la collecte sur les fonds émergents, ce qui n'était pas le cas en 2021. Et là, je pense qu'il y a un coup d'arrêt avec une lecture un petit peu double. D'accord. Vous avez des zones solides avec une monnaie et une banque centrale, etc. Donc typiquement la Chine. Et la lecture aussi sur les matières premières. Si vous avez des matières premières, vous en sortez bien. Donc vous avez des matières premières ou pas. Si vous n'en avez pas et que vous êtes très dépendant, ça va être plus compliqué et les investisseurs ne vont pas prendre le risque d'investir dans des zones Turquie, j'ai pas tous les noms en tête. Non, mais bien sûr. En Amérique du Sud, dépendantes de ces matières premières. Dépendants de ces matières premières. Là, il va y avoir une fragilisation, une dépendance au dollar. Donc ça va être plus compliqué pour certaines zones émergentes, c'est sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse à 12h30 pour ce grand tableau de bord des marchés mensuels. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion, étaient avec nous en plateau. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bismart.